Et on arrive à la fin de l'année, l'occasion de faire le bilan géopolitique de 2017, bilan que l'on va dresser avec vous, François Durper. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes historien, universitaire, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, auteur d'ouvrages sur les États-Unis, l'éducation, les questions identitaires également. Et pour commencer cette rétrospective, on va parler évidemment de Donald Trump. Première année de mandat pour le président américain, première année marquée par de nombreuses polémiques, des déclarations aussi tonitruantes. L'année Trump, François Durper, comment vous la définiriez ? Je crois qu'il y a trois erreurs possibles quand on fait le bilan de Donald Trump. La première erreur, c'est de le juger sur les sondages. Alors certes, en solde de popularité, quand on prend la moyenne des sondages, il est à moins 16,9%. Obama, à la même époque, un an après, était à plus 5,4%. Différentiel de 20 points. Mais Donald Trump va dire, moi j'ai même gagné l'élection avec des sondages catastrophiques. La deuxième erreur, ça serait de le juger au bout d'un an. Souvenez-vous d'un président très populaire, Bill Clinton. Au bout d'un an, il était impopulaire, il a été réélu et c'est aujourd'hui un des présidents les plus populaires de l'histoire récente. Et puis la troisième chose, c'est de ne pas juger son bilan par les yeux de ses opposants, de ses adversaires. Si c'est pour dire qu'il n'a pas fait la politique d'Hillary Clinton, certes, par exemple, les accords de Paris, l'accord de Paris, il est sorti de l'accord de Paris. Beaucoup ont dit c'est scandaleux. Mais ceux qui ont voté pour lui, c'est une promesse de campagne exactement. Et vous avez vu il y a quelques jours, il a dit regardez, sur la côte est des États-Unis, on va avoir le nouvel an le plus froid de l'histoire. Oui, il a ironisé sur le réchauffement climatique. Il s'est moqué un peu, mélangeant évidemment la météo et le climat, mais enfin, pour ceux qui le suivent, ça ne fait pas de différence. C'est assez raccord. Justement, vous évoquiez ce retrait de l'accord de Paris. On va écouter le moment où Donald Trump l'a déclaré. On va écouter aussi d'autres déclarations, d'autres polémiques aussi du président américain. Regardez. In order to fulfill afin de remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Merci. Vous êtes des gens vraiment uniques. Vous étiez ici bien avant que l'un d'entre nous y soit. Bien que nous ayons une représentante au Congrès qui, dit-on, était ici depuis longtemps, il l'appelait Pocahontas. Mais vous savez quoi? Je vous aime bien parce que vous êtes des gens spéciaux. J'ai décidé qu'il est temps de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. J'ordonne également au ministère des Affaires étrangères de préparer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Alors, on vient de le voir et de l'entendre, le retrait de l'accord de Paris, la polémique autour du surnom Pocahontas dont il a affublé la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il y a aussi toutes ces déclarations guerrières contre la Corée du Nord. Donald Trump ne fait pas vraiment dans la délicatesse. Pour quelle raison? Est-ce que c'est une politique impulsive, comme le disent certains, ou est-ce que c'est une véritable stratégie, selon vous? Il y a une constance dans ce ton. Il y a un changement de ton incontestable et il y a aussi un profond changement d'action diplomatique sur le déplacement de l'ambassade. C'est véritablement un acte politique d'importance, un acte politique majeur. Dans tout ce que vous venez de dire, il y a quand même peut-être quelque chose qu'il faut retenir et qui va marquer l'année 2018, c'est la relation entre États-Unis et Corée du Nord. Pour la première fois depuis des années, un pays a la possibilité d'atteindre le territoire américain avec ses missiles intercontinentaux, 13 000 km sans doute de portée. C'est pas Trump là qui est en jeu, c'est la situation qui a totalement changé. Alors, vous avez dit déclaration guerrière, mais vous aurez remarqué que à part ces déclarations, il n'y a pas tellement d'action. Parce que l'action, s'il y avait une action, eh bien, elle aurait des conséquences majeures. Alors l'année 2018, est-ce que ça va être l'année de la guerre, mais de la guerre cette fois contre un pays qui dispose de l'arme nucléaire? Ou alors l'année de la diplomatie? Là, on l'a vu encore dans les événements récents, la Chine va jouer un rôle
considérable avec cette proposition du gel contre gel, gel de toute action nucléaire de la Corée du Nord, mais gel aussi de l'action de la Corée du Sud et des États-Unis dans la région. Mais on a encore vu aujourd'hui justement Donald Trump accuser la Chine de livrer du pétrole à la Corée du Nord. Il est quand même dans cette rhétorique-là. On dirait que peut-être pour 2018, cette diplomatie sans tact ne va pas vraiment changer, ou alors... Alors en tout cas, l'année 2018, à la fin de l'année 2018, on saura sans doute si Donald Trump continue simplement dans ses déclarations, et là il ne pourra plus dire qu'il a rompu avec la politique d'Obama. Obama, c'était la patience stratégique. Mais la situation change, et aujourd'hui la Corée du Nord dispose de moyens. Finalement, quel que soit le président américain, il aurait dû faire face à cette situation. Donc là, pour le coup, la personnalité de Donald Trump joue un rôle, mais c'est la situation qui est inquiétante, pas seulement la personnalité du président. Dernière question sur Donald Trump, parce que de votre point de vue d'historien, il marquera son époque. Au bout d'un an, c'est trop difficile à dire, mais en tout cas, on peut peut-être se dire que son élection a marqué un tournant. Un peu, finalement, vous m'auriez posé la question Barack Obama un an après, j'aurais dit un peu trop tôt pour le dire, mais il a été le premier président noir de l'histoire. Donald Trump est un président qui est élu sur une ligne particulière, populiste, sans que ce nom nécessairement soit négatif. Et il est le seul à avoir survécu à cette vague populiste qui lui entraîne une sympathie internationale. Ceux qui, par exemple, n'ont pas eu Marine Le Pen en France, eh bien, ils continuent à se dire, mais voilà, il y a quand même un politique qui a tenu, c'est Donald Trump, et qui dirige la première puissance du monde. On va parler politique aussi, mais sur le continent africain, il y a eu pas mal de bouleversements en 2017, des autocrates qui ont quitté le pouvoir volontairement ou pas, Yahya Jammeh en Gambie, José Eduardo dos Santos en Angola, Robert Mugabe au Zimbabwe. Est-ce que l'Afrique est en train de tourner une page? On a vu aussi l'élection de George Weah au Libéria cette semaine. Bien sûr, récemment, l'élection de George Weah. Je voyais votre reportage sur la presse pluraliste au Sénégal. Il y a des... Le petit railleur. Le petit railleur. Et puis Mugabe, c'est 37 ans de pouvoir. Donc on a des signes positifs allant vers plus de démocratie, plus d'état de droit. Et puis cette année 2017, elle aura été marquée, selon moi, en Afrique, également par un renouveau intellectuel majeur. Alors, on a vu aussi Patrice Ganang dans votre reportage tout à l'heure, mais je pensais à Achille Mbembe et à Fredouine Sarr et à ces ateliers de la pensée qui s'est tenu à Dakar, avec ces trois défis, en plus évidemment de la démocratie. Le premier défi, c'est le défi de la décolonialité. Alors vous allez me dire, 68 ans après la décolonisation, qu'est-ce que c'est que la décolonialité? Bien, 2017, on a vu par exemple la contestation en matière de franc CFA, retrouver des éléments de souveraineté, non pas se refermer, continuer à dialoguer, y compris avec les anciennes puissances coloniales, mais en tout cas mettre un frein, une limite à ceux qui voudraient profiter de l'Afrique. Le deuxième défi majeur, c'est le défi de la mobilité, le défi du déplacement. Alors à la fois à l'intérieur des pays d'Afrique, pour tous ceux qui quittent les campagnes et qui vont vers les villes, défi de l'éducation, de la santé, du développement économique, mais aussi de la mobilité internationale. On l'a vu en Libye avec ces situations d'esclavage. Et là, évidemment, c'est un défi de solidarité à l'égard de ceux qui partent d'Afrique. Et justement, on va écouter le pape sur cette question des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Trop de pas sont cachés dans ceux de Joseph et de Marie. Nous voyons les traces de familles entières qui, aujourd'hui, se voient obligées de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s'en aller, mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches et qui sont expulsées de leur terre. Noël est le moment de transformer la force de la peur en la force de la charité, en une force pour une nouvelle créativité de la charité. La charité qui ne s'habitue pas à l'injustice, comme si elle était quelque chose de naturel, mais qui a le courage, au milieu des tensions et des conflits, de se faire une maison de pain, une terre d'hospitalité.
Alors François Durper, j'en appelle encore une fois à votre point de vue d'historien. Est-ce que le pape François est en rupture avec ses prédécesseurs? Est-ce qu'il revient au fondement du catholicisme? Et est-ce que cette homélie peut avoir un impact mondial? Alors au-delà du catholicisme, du christianisme, c'est un message évidemment. Comparer la famille sainte allant vers Bethléem aux migrants, dire Jésus était un migrant, c'est évidemment des mots forts, mais on voit bien qu'il ne s'adresse, vous parlez de la portée, il ne s'adresse pas seulement, c'est pas seulement un message spirituel, c'est pas seulement un message consistant à dire à tous les chrétiens compassion et générosité. C'est pragmatique et c'est politique. C'est de dire au moment où certains parlent d'ouverture et d'autres de fermeture, c'est de dire qu'il y a la possibilité de créer des sociétés de relations. Il en parle, une ingénierie, une nouvelle créativité sociale. Comment on crée des sociétés fondées sur la relation où chaque personne trouve sa place. Et donc c'est un texte politique, c'est un discours politique. Ce pape, justement, il est politique, il va continuer de l'être selon vous cette année? Oui, on l'a vu, hein, les réactions sont très politiques également. Vous allez sur le net, notamment français, vous voyez les critiques très fortes contre le pape qui viennent notamment d'identitaires, de l'extrême droite. Que vient faire le pape dans nos histoires? Et là, ça pose la question aussi de la capacité de la France à s'ouvrir. 2017, c'est aussi d'un dernier mot la parution de l'histoire mondiale de la France, de Boucheron. On est exactement dans ce thème-là. Il a aussi été critiqué. Comment le récit national français peut-il s'ouvrir, par exemple, à sa part d'immigration? Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu des vagues d'immigration pendant 2000 ans d'histoire, mais de dire que notre société aujourd'hui est très marquée par un siècle de vagues migratoires. Il y a toutes les conséquences également de l'immigration à prendre en compte très rapidement, dans l'identité française. Très rapidement, François Durper, excusez-moi. Quels événements attendez-vous pour 2018? Quels événements pourraient être marquants? Vous avez parlé tout à l'heure de la Corée du Nord et de la relation avec les États-Unis notamment. C'est marquant et j'allais dire que les événements dépendent de nous, de vous, dépendent des journalistes. On a parlé d'Afrique, TV5 parle d'Afrique. Je dirais que tous les médias occidentaux n'ont pas encore fait leur révolution de la globalité. C'est normal qu'un média national, information nationale, mais dans l'information internationale, peut-être que donner plus de place au continent africain, et puis peut-être équilibré. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je suis spécialiste des États-Unis, mais entre la première et la deuxième puissance du monde, eh bien, les citoyens sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Chine. Donc il y a ce défi-là. L'information, c'est aussi nous qui la faisons. C'est entendu. Merci François Durper d'avoir été avec nous pour commenter cette année 2017.